Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice tiré de l'épreuve du concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel, en sciences physiques, session 2019. Donc là, nous avons le premier exercice. Le premier exercice, c'est la maîtrise de connaissances. Et si en général on parle de maîtrise de connaissances, c'est tout ce qui est relatif en quelque sorte par rapport au cours. Et là, nous avons un exercice très simple, mais quand même c'est important souvent de maîtriser son cours. Et suivez bien avec moi. Donc là, je réponds par vrai ou faux. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol, BBT, dans une solution de chlorure de sodium, on obtient une coloration bleue. Donc là, c'est tout simplement faux. Donc là, c'est faux. Là, si vous voyez, chlorure de sodium, en fait, c'est une solution neutre. On devait peut-être mettre chloration verte pour que ça soit vrai. Donc, c'est faux. L'acide chlorhydrique dilué et à froid ne réagit pas avec le cuivre. Là, c'est vrai. Donc, avec les quelques propriétés chimiques des métaux usuels, on a cette partie-là. Donc, tout rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille est dévié si la lentille est convergente, mais il n'est pas dévié si la lentille est divergente. Ça, c'est faux. On a appris que tout rayon lumineux passant par le centre optique, que ça soit une lentille convergente ou bien une lentille divergente, n'est jamais dévié. Donc là, c'est faux, tout simplement. Et là, maintenant, la vergence d'une lentille est l'inverse de sa distance focale. Là, c'est vrai. Donc, on sait que chaque fois, c'est l'inverse de la distance focale. En général, on dit C égale à 1 sur F. Il faut que la distance focale soit exprimée maintenant en mètres. La suite de l'exercice, je choisis la bonne réponse. Donc là aussi, c'est très simple. Nous avons maintenant, lorsqu'on fait agir de l'acide chlorhydrique en excès sur 2,8 grammes de fer, le volume de gaz recueilli vaut. Donc là, on cherche maintenant le volume. Et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la masse. Donc pour ce faire, on aura besoin de l'équation, ici Fe plus HCl donne Fe Cl2 plus H2. Donc là, on équilibre, on mettra 2 ici, donc c'est équilibré. Donc là, en équilibrant, donc si on fait le bilan molaire, on verra que le nombre de moles de Fe est égal au nombre de moles de H2. Parce que ici, on dit que le volume de gaz recueilli. Autrement dit, le gaz ici, c'est le dihydrogène. Donc, c'est le volume de dihydrogène. Et pour calculer le volume de dihydrogène, je sais que c'est égal à nombre de moles fois le volume molaire. Et le volume molaire, ici, on considère que nous sommes dans les CNTP. Le volume molaire est égal à 22,4. Et donc, ce que nous allons faire ici, on cherche tout simplement N. N, étant donné que NFE égale à NH2, parce qu'en fait, l'équation nous le montre ici. Donc, ce qui fait que si j'ai NFE, et la masse est donnée, c'est 2,8 divisé par 56. La masse molaire de Fe diffère, c'est 56. Donc ici, ça nous donne NFE. Je peux dire égal à NH2 égale tout simplement à 0,05 mol. Et maintenant, si je veux avoir maintenant le volume de H2, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends maintenant là le nombre de moles 0,05 fois 22,4. Et donc ici, le volume de H2, c'est égal tout simplement à 1,12 litres. Et donc, ça veut dire la bonne réponse est là. Et la deuxième, ici, la relation entre la concentration molaire C, la concentration massique Cm et la solution d'une solution à une soluté de masse molaire M est donnée par, donc on a donné des relations, ça c'est des relations de cours. La bonne relation est celle-là. Donc ici, on peut dire la bonne réponse est là. Pour la troisième phrase, on nous dit la résistance R d'un fil cylindrique homogène de longueur L, de rayon R et de résistivité
résistivité ρ est donné par. Donc on a donné des formules et la bonne formule est celle-là. Ben, apparemment dans le sujet initial que j'ai reçu, on a mis un 4 ici, mais ça ne peut être une erreur, on ne peut pas avoir 4 ici. Donc ce qui fait que la bonne réponse c'est celle-là. Donc c'est ça la bonne réponse. Donc pour avoir la résistance d'un fil homogène, c'est la longueur qui est exprimée en mètres, la résistivité en ohm mètre, ça c'est pi r au carré. Pi r au carré c'est la section. La section, étant donné que c'est un disque, c'est pi fois r au carré. Donc c'est ça la bonne réponse. Donc on continue. Dans un lieu où l'intensité de la pesanteur vaut 10 newtons par kilogramme, un solide de masse 450 grammes tombe d'une hauteur de 20 mètres. L'énergie potentielle de pesanteur du solide diminue de, on a proposé 9000 joules, 900 joules et 90 joules. Et pour ce faire, il faut tout simplement calculer l'énergie d'après les données, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est comme ça. Si je calcule l'énergie potentielle, c'est M fois G fois H. M fois G fois H. M fois G fois H. Ici maintenant, G c'est 450 grammes. Je convertis en kilogrammes, ça donne 0,45. G on a donné c'est 10 newtons par kilogramme. H c'est 20. C'est 20. H c'est 20 mètres. Donc là, je peux faire le calcul directement. Énergie potentielle égale à M. C'est 0,45 fois 10. Ici maintenant fois H fois 20. Donc ça nous donne tout simplement 90 joules. Donc ici ça nous donne 90 joules. Ce qui fait que L est la bonne réponse. L est la bonne réponse. Et nous allons continuer avec le corrigé de l'épreuve de PC 2019 du concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel. Nous avons déjà fait la première partie. La deuxième partie, c'est sous forme de travaux pratiques. Et là, on va afficher un peu l'énoncé. Après, on va, au fil du temps, résoudre ça ensemble. On nous dit, au cours d'une séance de travaux pratiques, un professeur fait passer un courant électrique dans un électrolyseur contenant de l'eau sodée, entre parenthèses, solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Après quelques minutes, il récupère 240 cm3 de gaz à l'anode. On note A, ce gaz. La première question, quel est le nom du gaz A? Comment met-on en évidence ce gaz? Et après, on nous demande quel est le nom et le volume du gaz recueilli à la cathode. Comment peut-on mettre en évidence? Et après, il y a la troisième partie, mais traitons d'abord la première partie de cette deuxième grand 2. Ce grand 2. Donc là, ici, il s'agit d'une électrolyse de l'eau. Et on sait comment on fait l'électrolyse de l'eau. Le gaz qui se dégage au niveau de la cathode et au niveau de l'anode, on connaît. Donc ici, on va mettre grand 2, petit 1, 1. Donc on va dire le gaz. On a appelé le gaz A. Le gaz A qui se dégage à l'anode. Qui se dégage à l'anode. Donc, est le dioxygène, tout simplement. Donc ça, dès la quatrième, on connaît cela. Et le dioxygène. Maintenant, comment on reconnaît le dioxygène? C'est très simple. Le dioxygène, c'est un gaz, en fait, qui permet un peu la combustion. Autrement dit, si vous avez un récipient et que vous avez une bûchette ou bien un brin, en tout cas, d'incandescent, et si vous approchez, donc il y a la flamme qui se ravive. Donc ça veut dire là, la flamme augmente.
Donc, on peut dire, pour l'identification, on peut dire à l'approche d'une bûchette ou bien un brin d'incandescence, d'une bûchette incandescente, ou bien on peut dire tout simplement un brin, ou bien incandescent, ça veut dire qui est allumé, incandescent. Dans ce cas, qu'est-ce que se passe? Un brin d'incandescence allumé. Donc la combustion d'incandescence, la combustion se ravive, c'est-à-dire ça devient plus vive. Ok? Donc chaque fois vous avez une bûchette, vous amenez dans un récipient et que, supposons si c'était une flamme, la flamme augmente, ça montre qu'il y a la présence de gaz, suffisamment de gaz d'oxygène. Donc cela montre que tout simplement, cela indique, on peut dire cela indique la présence de dioxygène. La présence de dioxygène est communément ici appelée O2. Donc c'était ça pour cette question. Maintenant là on nous dit grand 2, petit 1, petit 2. Quel est maintenant le gaz, disons, quel est le nom et le volume du gaz recueilli à la cathode? Le nom et le volume du gaz recueilli à la cathode. Donc, on peut dire le gaz recueilli à la cathode, le gaz recueilli à la cathode, donc est le dihydrogène. Et le dihydrogène. Dihydrogène, ici on peut H2. Donc, maintenant on demande son volume. Ici dans l'énoncé, on nous dit on récupère 240 cm3 de gaz à l'anode. On sait que le volume au niveau de la cathode est le double du volume au niveau de l'anode. Autrement dit, le volume de H2 égale à 2 fois le volume de O2. Et donc si on applique cela ici, on peut dire volume de H2 égale 2 fois, ici le volume qu'on a c'est 240 cm3. Donc si on prend 240 cm3, on multiplie par 2, ça nous donne tout simplement ici 480 cm3. Donc maintenant comment on l'identifie? Comment on identifie le gaz, le dihydrogène? Le dihydrogène, si vous avez un brin d'allumette allumé, en présence de dihydrogène, il y a une explosion ou bien une détonation. Donc on va dire à l'approche, ici à l'approche d'un, ici cette fois-ci on peut mettre bûchette ou bien brin d'allumette, je pense c'est mieux, brin d'allumette qui est allumé, c'est deuxième, brin d'allumette allumé, à l'approche d'un brin d'allumette allumé. Donc il y a une détonation, une détonation ou bien une explosion si vous voulez, une explosion, ou bien on peut dire, donc détonation c'est une explosion
qui produit un bruit sonore. Donc, s'il y a cette détonation, ça veut dire, cela indique tout simplement la présence. Cela indique la présence de dihydrogène. La présence de dihydrogène, comme on l'a nommé tout à l'heure, H2, pour ne pas réécrire. Donc, cela montre tout simplement la présence de dihydrogène. Comment ça se fait? Donc, comment on reconnaît le dihydrogène? Vous avez un récipient donné et vous approchez un brin d'allumette allumé. S'il y a une détonation, on peut dire que dans ce récipient-là, il y avait la présence de dihydrogène. Un groupe d'élèves réalise la combustion complète du propane, un alcane dont la molécule possède 8 atomes d'hydrogène. Pour connaître les produits formés, les élèves brûlent complètement 12 cm3 du propane en utilisant une partie du gaz A préparé par le professeur. Petit a donne la formule brute du propane. Donc là, on peut dire grand 2, petit 1, petit 3, petit a, la formule brute du propane. Donc c'est C3H8. Donc c'est un alcane. Donc c'est ça la formule brute. Après, écrit l'équation bilan de la combustion complète. Donc là aussi c'est simple. L'équation bilan. Et l'équation bilan ici de la combustion complète, comment ça se fait? Ici, donc, nous avons C3H8. Donc, chaque fois on parle de combustion, il y a forcément la présence de dioxygène. Donc, ça veut dire en présence de O2 donne les hydrocarbures. Donc, si on fait la combustion complète, ça donne toujours du CO2 et de l'eau, de la vapeur d'eau. Et à partir de là, maintenant, on peut juste équilibrer. On a 3 atomes de carbone ici. Pour équilibrer les carbones, on multiplie par 3 atomes de carbone. Ici, il y a 8 atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2. 2 fois combien qui donne 8? On met 4. 4 atomes d'hydrogène. Les O, maintenant, on va vérifier. Nous avons 2 O ici. 3 fois 2, 6, plus 4, 10. Donc, combien il faut multiplier par 2 pour avoir 10? 5. Donc, c'est un peu ça. Mais là, maintenant, peut-être on peut anticiper sur le bilan molaire. Ça peut nous aider par la suite. Si on nomme ici 1, on nomme ici 2, on nomme ici 3, on nomme ici 4. Je peux dire N1 sur 1 égale à N2 sur 5. C'est le bilan molaire. N3 sur 3, N4 sur 4. Maintenant, là, il faut faire attention. Il ne faut jamais maintenant penser que si j'ai 3 ici, je mets 3 ici. Donc, c'est le hasard seulement qui fait que le troisième correspond à 3 ici, quatrième pareil. Mais non. Donc, vous prenez le nombre de moles sur le coefficient stoichiométrique. Donc, c'est comme ça. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, le petit c, ici, on nous demande tout simplement détermine le volume de gaz A mis à leur disposition par le professeur. Donc le volume de gaz A. Autrement dit, on nous demande le volume de dioxygène. Là, ce qu'il faut rappeler, que nous avons brûlé 12 cm3. Parce qu'en fait, dans la première question tout à l'heure, disons, le grand 2, petit 1, on avait déjà donné le volume de dioxygène. Si maintenant on nous demande encore le volume de gaz A, ça veut dire de dioxygène. Donc ça semble un peu paradoxal. Mais en réalité, que le dioxygène, on n'a pas tout utilisé. Ben, on va maintenant faire cela rapidement ensemble. Donc là, nous avons C.
le volume donc le volume du gaz A. Bon, le gaz A maintenant on connaît, c'est le dioxygène tout simplement. On va dire volume de O2 tout simplement. Ok? Maintenant là, ce qu'il faut comprendre, on connaît le nombre de moles. Disons, on a le bilan molaire. Donc là, on connaît son volume. Nous cherchons le volume là. Donc si je dis N1 sur 1 égale à N2 sur 5. Or, le nombre de moles en général, ce sont des gaz ici. Je peux dire c'est volume sur volume molaire. Donc, ce qui fait que je vais réécrire cela. Je peux dire alors, peut-être ça sera plus simple. Donc là, N1, je vais dire V1 sur volume molaire. Donc, je peux dire V1 sur volume molaire. C'est un gaz. Le propane est un gaz. Égal. GV2 sur volume molaire. Ici, il y avait 5 déjà. Vous voyez? Donc, étant donné c'est le même volume molaire, nous sommes dans les mêmes conditions. Donc, le volume molaire, donc on a le même volume molaire. Alors, on peut simplifier ici les volumes molaires. Ce qui fait que je peux dire V1 sur 1 égale à V2 sur 5. Moi, maintenant, j'ai besoin de V2. Donc, ça veut dire tout simplement, ce qui veut dire V2 égale à 5 fois V1. Donc, et d'une manière pratique, je peux dire application numérique. Moi, j'ai besoin du volume de V2. V2, pour rappel, c'est le volume de O2. Ben, on avait mis les 1, 2, 3 pour faciliter tout simplement l'écriture. Donc, si je parle de 1, c'est C3H4. Si je parle de 2, c'est de O2. Si je parle de 3, c'est O2. Si je parle de 4, H2O. Donc, vous comprenez bien ça. Donc, V2, ce n'est rien d'autre, V2, O2. Donc, V2, O2, je peux dire tout simplement, c'est 5 fois V2, V1. V2, c'est 3H4. Et dans l'énoncé ici, on nous dit, on brûle complètement 12 cm3. Donc là, fois 12, tout simplement. Donc, et ce qui nous donne ici, une valeur, on peut dire le volume de O2, comme on a besoin de volume de O2, égale tout simplement 60 cm3. Maintenant, là, si on convertit en litres, le centimètre cube correspond à millilitres et le litre correspond à décimètre cube. Donc, on peut convertir. Si on avait à convertir, on aura 0, litre ou bien décimètre cube. Là, maintenant, on peut peut-être anticiper sur certaines choses. On nous avait dit, nous disposons de 240 cm3. Et là, on a utilisé que 60 cm3. Donc, on peut dire le volume, mais ce n'est pas demandé dans cette question, mais on aura besoin pour la suite. Donc, on peut dire le volume de O2 restant, c'est égal tout simplement à 240 moins 60, ce qui donne 180 cm3. Donc, en termes de litres, on peut dire c'est 0, tout simplement 18 litres. Donc, on peut dire le volume de O2 restant qui n'a pas été utilisé, donc c'est 0,18 ou bien 180 cm3. Mais là, dans cette question, on n'a pas besoin de ça. Là, si on avait déjà trouvé ici, donc on pouvait juste s'arrêter là. Mais je l'ai fait pour anticiper. On aura besoin de ce résultat-là pour la suite du problème. Là, le petit D maintenant, on dit l'un des produits formés trouble l'eau de chaud, nomme-le et détermine son volume. Indique les conséquences de l'effet de serre sur l'environnement. Ici, pour répondre à cette question, on peut dire le gaz, on demande de le nommer, on va dire le gaz qui trouble, l'eau de chaud, le gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc, ce gaz-là est
le dioxyde et le dioxyde de carbone et le dioxyde de carbone, communément nommé CO2. Donc le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui a cette caractéristique de troubler en fait l'eau de chaud. Maintenant, on nous demande de calculer son volume. Et là aussi, ce que nous avons indiqué tout à l'heure, nous sommes partis des nombres de mol. Cela nous permet d'avoir une relation entre les volumes. Et si on respecte ce même procédé, donc là, j'ai N1 sur 1 égale à N3 sur 3. Cela, d'après le raisonnement, par analogie de ce que nous avons fait tout à l'heure, on peut dire tout simplement V1. Cela implique que V1 sur 1 égale à V3 sur 3. Et là maintenant, moi j'ai besoin de V3, le volume de CO2. Donc ici, V3 égale tout simplement 3 fois V1. Et V1, on avait tout trouvé tout à l'heure. Je peux dire ici application numérique. V1, on avait trouvé 12 parce qu'on nous a dit dans l'énoncé, on brûle complètement 12 cm3, donc je mets 3 fois 12. Et là, on peut dire le volume V3 égale à, ici on peut, égale à 36 cm3. Bon, là, on peut convertir en décimètres cubes, en litres, sinon on laisse comme ça. Donc c'est ça le volume. Ben là aussi, à défaut de faire ça, on pouvait calculer le nombre de moles. On peut passer par le nombre de moles, c'est disons le volume égale nombre de moles fois volume molaire. Dans tous les cas, on allait trouver aussi le même résultat. Ok? Donc, mais je pense que ça c'est plus rapide. Ok? Donc égal à 36 cm3. Maintenant, on nous demande maintenant c'est un gaz à effet de serre. Quel est maintenant, la question dit ici, indique les conséquences de l'effet de serre sur l'environnement. Autrement dit, quel est l'effet de ce gaz, le dioxyde de carbone, sur, disons, l'environnement. Donc, conséquences. Donc, les conséquences sont nombreuses. On peut citer peut-être certaines sur l'environnement. Ou bien, des gaz à effet de serre. Des gaz, ici, maintenant, gaz à effet de serre. Et celui qui nous concerne le plus, c'est le CO2. Et le CO2, c'est un gaz qui est très abondant, en tout cas dans les villes, parce que tout simplement, les véhicules, les moteurs, les usines, tout cela dégage en fait du gaz dioxyde de carbone, du CO2. Maintenant, quelle est sa conséquence, ou bien quelles sont ses conséquences sur l'environnement? Donc, ça amène le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, souvent, on l'entend souvent, ça veut dire que les températures deviennent de plus en plus élevées. Et ça, la conséquence est que dans les zones polaires ou bien dans les zones où l'océan a des glaciers, disons, des grands blocs de glace, ces blocs-là, avec le réchauffement climatique, vont se fondre. Et si ça fond, donc la conséquence aussi, c'est le niveau, la hausse du niveau de la mer. La hausse, c'est une conséquence, la hausse du niveau de la mer. Et si la mer, disons, le niveau de la mer, il y a une hausse au niveau de la mer, donc ça veut dire tout simplement toutes les zones côtières, en tout cas les gens qui sont les riverains de la côte, donc leurs habitations, certaines habitations même sont prises par la mer parce que tout simplement il y a la hausse du niveau de la mer. À part ça aussi, il y a un dérèglement du climat. Donc un climat qui peut être très chaud ou bien très basse, donc qui n'est pas en tout cas
Donc ça aussi, c'est une conséquence du réchauffement, disons, conséquence des gaz à effet de serre. Ici aussi, sur les espèces, parce que les espèces, même les êtres humains, il y a une certaine température que l'être humain peut supporter, mais il y a certaines températures, donc ce qui fait que même ça peut faire disparaître certaines espèces, parce que la température qu'on a dans telle ou telle localité, ce qui fait que certaines espèces même peuvent disparaître. Donc là aussi, donc un dérèglement ou bien disparition de certaines espèces, donc à cause du réchauffement climatique. Donc c'est en tout cas, c'est un fléau que tout le monde doit en tout cas combattre. Le grand 2, petit 1, petit 4. On va suivre encore 1, 4. Donc là, nous avons, on peut suivre encore. Là, on nous dit un autre groupe d'élèves réalise la combustion d'une masse de 840 mg de fer en paille dans un récipient contenant le volume restant de gaz A préparé. Si vous vous rappelez, j'avais parlé du volume restant. Donc, initialement, on avait 240 cm3. On a utilisé les 60 cm3. Le reste, c'était 180. Donc, ça veut dire ici, on parle de ces 180-là préparés par le professeur. Au cours de cette expérience, il se forme de l'oxyde magnétique Fe3O4. La première question écrit l'équation bilan de la réaction. Donc là aussi, je pense que c'est simple. Nous avons le fer, Fe, noté par Fe, donc qui réagit. Ici, il s'agit de l'oxydation. O2 donne Fe3O4. C'est l'oxyde magnétique. On sait qu'il y a deux oxydes, l'oxyde magnétique, voire même trois oxydes magnétiques. Il y a l'oxyde ferrique aussi, Fe2O3, mais ici, il s'agit de Fe3O4. Là, maintenant, on va équilibrer parce qu'une équation est toujours équilibrée. OK? Donc là, nous avons 3 atomes de fer, ici multiplié par 3 pour avoir 3 atomes de fer. Or, ici, nous avons 4 atomes d'oxygène. Ici, on a 2. 2 fois combien qui donne 4? Donc 2 fois 2. Donc c'est équilibré. Donc c'est ça l'équation bilan. C'est très simple. Maintenant, là, si vous voulez aussi, on peut anticiper au niveau du bilan molaire. On peut faire comme tout à l'heure, on les numérote 1, 2, 3. Si je parle de 1, ça veut dire qu'il s'agit de Fe. Si je parle de 2, il s'agit de O2. Si je parle de 3, il s'agit de Fe3O4. Donc là, je peux dire N1 sur 3 égale à N2 sur 2 égale à N3 sur 1. OK? Maintenant, la question suivante, on nous dit détermine le réactif en excès. Donc là, on peut dire, non pas A, ici, on avait déjà DE, maintenant là F. On va dire déterminons le réactif en excès. Je pense que c'est bien ça. OK, détermine le réactif en excès. OK. Maintenant, là, c'est sûr, on connaissait que le dioxygène est en excès. Donc ici, il s'agit tout simplement de chercher, disons, le réactif ici qui est en excès, le fer, tout simplement. Et pour ce faire, on va utiliser les données que nous avons. Donc là, dans l'énoncé, on nous avait donné 840 mg qui était la masse de fer. Et là, on peut convertir en grammes, c'est 0,84 grammes. Et quelle autre information il faut tenir compte de? Ben là, on peut rappeler, donc ici, la masse molaire du fer aussi, c'est 56. Ben, on arrondit, c'est 55,97, je ne sais pas combien. Maintenant, on arrondit à 56, tout simplement. Et quoi encore? Donc, c'est ça. Et le bilan molaire, nous l'avons déjà. Donc, maintenant, nous allons prendre les informations que nous avons. Donc, à partir de cette information-là, je sais que le nombre de moles, c'est M1
sur M1, disons petit m, la masse sur la masse molaire. Et si je passe par là, je peux calculer le nombre de moles de Fe, ce que j'ai appelé 1 ici. Donc ça va me donner 0,84 sur 56. Et là, vous faites le calcul, ça me donne 0,15. Donc autrement dit, N1 égale à NFE, tout simplement égale à 0,015 mol. Donc, on peut nous dire c'est ça qui est disponible. Est-ce qu'on a brûlé tout cela? Ben, on va voir. C'est pourquoi on nous dit détermine les réactifs en excès. Et là, on ne peut pas venir comme ça dire tel réactif est en excès. On vérifie. Donc, mais nous savons que ce qui est disponible, parce que dans l'énoncé, on nous donne 840 mg. Et 840 mg, c'est 0,84 g. Et à partir de là, on a le nombre de moles de fer disponible. Maintenant, avec le dioxygène, je vous avais dit, on avait déjà consommé les 60 cm3. Ça nous restait 180. Et les 180 venaient tout simplement des 240 initiales. On enlève les 60, ça donne 180. Et si on convertit, ça donne 0,18. Donc, ce qui fait qu'on peut calculer N2. Ça veut dire le N de O2. Je peux dire V2 sur Vm. C'est un volume. Donc, cette formule c'est un gaz, je veux dire. Cette formule est valable exclusivement pour les gaz. Donc, ce qui nous permet de dire tout simplement, là, on peut dire N2, d'après ce que j'avais dit, donc le volume O2, c'est égal à 0,18 litres. Vous vous rappelez, parce qu'en fait, on avait déjà utilisé les 60 cm3. Donc, si on prend 240 moins, ben sinon on peut faire le rappel. VO2 restant, on avait ceci, donc 240 moins 60, ce qui nous donne 180 cm3, sinon 0,18 litres. Donc c'est ça le volume. Le volume molaire maintenant, nous considérons que nous sommes dans les CNTP. Le volume molaire est égal à 22,4. Donc dans les conditions normales de température et de pression, le volume molaire est égal à 22,4 litres par mol. Donc là, je peux dire sur 0,18 sur 22,4. Et là, je peux dire N2 ici. Si je parle de 2, c'est le O2. Donc ici, ça donne 0,08. Bon, ici, on a arrondi par défaut mol. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on peut dire ce qui est disponible en termes de dioxygène pour brûler le réactif que nous avons, c'est 0,08. Et nous savons, pour faire la combustion, si le dioxygène est épuisé, forcément la combustion va s'arrêter. Parce qu'une combustion sans dioxygène, donc c'est pas possible. Donc le dioxygène est indispensable. Donc ça veut dire quoi? On voit, nous allons nous baser sur ce nombre de moles là. Et donc, si je reprends le nombre de moles de N1 sur 3 égale à N2 sur 2, si par exemple c'est ça qui est disponible en termes de nombre de moles pour pouvoir faire la combustion, je peux dire tout simplement N. Bon, je peux faire le rapport là rapidement. Si j'ai besoin de, ici, j'ai besoin de NFE, ici par exemple, je vais mettre NFE c'est N1. N1 sera 3 fois N2 sur 2. Donc, je peux dire N1 égale à 3 demi fois 0,08. Ben là, vous faites le calcul, ça donne 0,0, c'est bien ça, 12. Vous pouvez vérifier le calcul. Hein? Ok, donc c'est ça.
Je ne sais pas si je reprends un peu l'explication. Pour faire la combustion, il y a quelque chose qui est nécessaire. Et cette chose qui est nécessaire, c'est le dioxygène. Donc nous allons nous baser sur ce qui est disponible en termes de nombre de moles de dioxygène. Et si c'est ça qui est disponible, ce qui est nécessaire maintenant, pas ce qui est nécessaire, à partir de ce nombre de moles-là, ce que je peux brûler en termes de fer, en termes de nombre de moles, c'est ça. Alors que ce qui est disponible, c'est 0,15. Je ne sais pas si vous faites un peu le... Donc, ça veut dire quoi? On peut savoir ce qui est en excès. Donc, d'après le dioxygène que nous avons qui est disponible, on ne peut brûler que 0,12 mol de fer. N'est-ce pas? Alors que le fer, d'après la masse qui a été donnée, il y a 0,015 qui est disponible. Donc, si je veux maintenant avoir le nombre de moles, disons, en excès, il faut prendre ce qui est disponible moins ce qui est utilisable ou bien ce qui est nécessaire. Ok, donc là, je peux dire le nombre de moles. Je peux maintenant calculer ça. Le nombre de moles, on peut faire ça rapidement. Donc le N1, bon, je peux mettre FE pour que excès, donc excès, je peux l'écrire en toutes lettres, c'est 0,015 moins 0,012. Je pense que vous comprenez. Et là, maintenant, vous faites le calcul. Ça nous donne tout simplement 0,003 mol. Donc, c'est ça. On a besoin de ça. C'est ce qui est en excès. Le nombre de moles de fer qui est en excès. Mais nous, maintenant, on veut avoir la masse. Je sais que la masse, si je veux avoir la masse de fer en excès, je peux faire la formule. Ici, c'est le nombre de moles de fer, ça veut dire N1 fois la masse molaire. Et donc, si je fais application numérique, je peux dire tout simplement, on a tous ces éléments-là, la masse de fer égale à 0,03 fois 56. Et là, qu'est-ce que je trouve? Vous faites le calcul. Je peux dire M FE égale, je trouve ici 0,168 grammes. Donc, autrement dit, on peut dire le fer qui est en excès, on nous demandait de déterminer le réactif en excès. Le fer ou bien la masse de fer en excès, c'est 0,168. Donc, c'est bien ça. Maintenant, la dernière question, le H. On demande la masse d'oxyde magnétique. La masse d'oxyde magnétique. La masse d'oxyde magnétique. Autrement dit, c'est la masse de Fe3O4. Ben là, on peut donner la formule. La masse Fe3O4 égale à N Fe3O4 fois M Fe3O4. Et là, on va chercher tout simplement M de Fe3O4. La masse molaire, on aura 3 fois M de Fe plus 4 fois M de O. Bon, là, si on le fait, on peut dire 3 fois 56 plus 60, disons 4 fois 16. 4 fois 16. Bon, là, je pense ici, ça va nous donner, vérifier le calcul. Ici, 168 plus 64, ça me donne 232. Je peux dire 232 grammes par mois.
Maintenant, le nombre de moles ici, on peut déterminer. Le nombre de moles, on peut passer par le bilan molaire. Donc, si on a là N1 sur 3 égale à N3 sur 1, ça veut dire N3 égale à disons N1 sur 3. Donc là, je peux dire N3 égale à N1 sur 3. C'est bien ça. Maintenant, là, N3, on avait 0,12. Donc là, maintenant, on ne peut pas prendre 0,15. Pourquoi? Parce que 0,15 est en excès. On prend ce qui est en défaut. Donc, on prend tout simplement. Donc là, je peux dire N3. N1, c'est 0,12. 0,012 sur 3. Là, ça me donne N3 égale à 0,04 mol. Bon, vérifier le calcul, je pense que c'est ça que j'ai trouvé, mol, ok. Et donc là, maintenant, finalement, on peut calculer la masse de Fe3O4. Donc là, je peux dire application numérique, AN, M de Fe3O4 égale, donc le nombre de moles ici, c'est 0,04 fois la masse molaire 232. Donc là, ça nous donne combien? Faites-moi le calcul. Vous prenez la calculatrice et vous calculez. Ici, je trouve tout simplement M Fe3O4, ça veut dire oxyde magnétique, égal à 0,928 grammes. Ben là maintenant, si on arrondit, c'est environ 1 gramme, mais ben, prenons ça comme ça. Donc c'est ça. Donc là, ce qu'il faut comprendre, chaque fois, on avait deux nombres de moles pour le faire. Mais le nombre de moles qu'on peut utiliser, c'est celui qui a un défaut. Parce que ce qui est en excès, il y a une partie qui ne sera pas brûlée. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas pris les 0,15, mais plutôt les 0,12. Ok, donc ça aussi, il faut le comprendre. Grand 2, donc anomalie de l'œil, lentille de correction. Maintenant, suivez bien, on va suivre un peu l'énoncé. C'est un énoncé qui est assez long. Ici, les lentilles sont utilisées dans plusieurs dispositifs optiques, appareils photographiques, microscopes, télescopes, verres correcteurs. Nomme la partie de l'œil qui joue le rôle de lentille et nomme celle qui joue le rôle d'écran où se forme l'image pour un œil normal. On donne les schémas optiques de deux yeux A et B, précise pour chaque œil l'anomalie de la vision. Donc on a l'image, mais on répond d'abord à la première question. Après, au fil du temps, on reviendra un peu sur l'énoncé et après on va tout le temps résoudre au fil du temps. Donc là, on dit nomme la partie de l'œil qui joue le rôle de lentille. Donc la partie de l'œil qui joue le rôle de lentille, c'est tout simplement le cristallin. Donc on peut dire le cristallin. Le cristallin joue le rôle d'une lentille. Et la rétine joue le rôle de l'écran. Donc c'est la première question. Donc là, je pense que c'est ça. Après, on nous dit, donc là, on donne les schémas, on a vu les schémas. Donc dans le premier schéma, on voit que l'image se forme avant la rétine, donc c'est l'œil A, et l'autre, l'image se forme après la rétine. Maintenant, on nous demande tout simplement que précise pour chaque œil l'anomalie
de vision. Si l'image se forme avant la rétine, ça veut dire que cet œil-là est trop convergent. Donc, si l'œil est trop convergent, donc cet œil-là souffre de myopie. On va dire ici 1, 2, 2. On va dire l'œil est l'œil B. Maintenant, l'œil B est moins convergent. Donc, l'image se forme après la rétine. On va dire l'œil B souffre tout simplement d'hypermétropie. Ou bien on pouvait dire c'est un œil hypermétrope. Ou bien là, on pouvait dire c'est un œil myope. Donc, on pouvait prendre l'adjectif, mais ici, on préfère le nom. Donc, c'est ça pour ces deux questions. Maintenant, on nous dit à l'issue d'une visite médicale chez l'ophtalmologue, Fatou est déclaré malade des yeux. Donc, le médecin prescrit une ordonnance sur laquelle il est mentionné œil gauche. Œil gauche, on a mis moins 1,5 dioptrie. Œil droit, on a mis moins 1,25 dioptrie. La question maintenant explique les indications portées sur l'ordonnance, indique la nature des lentilles, des lunettes prescrites par le médecin à Fatou, de quelle anomalie de la vision chaque œil de Fatou est-il atteint. Ok, donc il y a d'abord, on va expliquer les indications. Les indications, on a mis moins 1,5 dioptrie. Ici, l'unité nous renseigne. Donc, ici, il s'agit de la valeur de la vergence. Ici, maintenant, la vergence étant négative, cela aussi nous indique que le type de lentille, c'est une lentille divergente. Et là aussi, par conséquent, c'est une lentille divergente. Ça veut dire tout simplement l'anomalie que souffre Fatou, c'est tout simplement la myopie. Parce qu'on sait que la myopie est corrigée par des lentilles divergentes. Donc là, on peut maintenant répondre à ça. Là, on peut dire grand, ici, grand 2, 3, 1. On va dire les indications. Les indications désignent. Donc ici, les indications, on a vu 1, disons moins 1,5 et moins 1,25 désigne donc la valeur tout simplement, ou bien comme ces deux, les valeurs divergence. Les valeurs divergence. Donc c'est ça l'explication. De lentille, on peut préciser de lentille divergente. De lentille divergente. Ok, on va maintenant conclure. Fatou souffre tout simplement. Ses deux yeux du moins. Fatou souffre. Donc c'est ça. Fatou souffre de myopie. Fatou souffre de myopie. Parce que l'indication de l'ophtalmologue, c'est en fait les médecins spécialistes des yeux. Donc l'ophtalmologue lui prescrit des lentilles divergentes, ça veut dire tout simplement il souffre de myopie, pour maintenant corriger. Maintenant, on nous demande ici, là on nous demande maintenant la question qui suit, calcule la distance focale de chaque lentille. Donc la distance focale de chaque lentille. La distance focale de chaque lentille.
Maintenant, nous avons l'œil droit et nous avons l'œil gauche. Et là, donc, on va déterminer tout simplement la distance focale pour l'œil gauche d'abord. On peut dire œil gauche. Et les indications de l'œil gauche, on nous a dit C égale 1,5 dioptrie. Donc, on sait que F, distance focale, c'est 1 sur F. Donc, si on fait application numérique, on va mettre tout simplement F égale à 1 sur 1,5. Là, il y avait un moins. Donc, ce qui fait qu'ici, F, ça nous donne environ F sensiblement égal à 60, pas 66, 0,66 mètres. Parce qu'en fait, la distance focale, donc si on part de la, disons, de la vergence, on veut déterminer la distance focale. La distance focale est exprimée directement en mètres. Si on fait la même chose pour œil maintenant, œil droit. Œil droit ici, on nous a donné la vergence C ou bien la convergence. La vergence est appelée aussi la convergence. Ici, ce qu'on a donné, on avait donné ici œil droit, c'était 1,20 moins 1,25 dioptrie. Donc, c'est la même formule. On peut calculer directement ici. Donc, c'est, disons, pas c'est F. Maintenant, là, pour les départager, pour les séparer, on peut dire O comme œil, D comme droit. Ici, on met O, œil, gauche, G. Là, on fait la même chose. On aura maintenant 1 sur moins 1,25. Ce qui fait que, ici, là, la distance focale, c'est égal tout simplement. La distance focale appelée F de l'œil droit OD égale à, disons, 0,8 mètres. Mais là, maintenant, si on veut, on peut convertir à centimètres. Ça donne 80 mètres, 80 centimètres. Sinon, on peut laisser ça comme ça. Pour ici gauche, on aura 66 centimètres tout simplement. Sinon, on pouvait laisser comme ça. Donc, c'est ça, on peut pour cette. On nous dit envie de déterminer les vergences des yeux de Fatou. On donne les informations suivantes. Un œil normal, utilisé sans accommodation est équivalent, pour simplifier, d'une lentille convergente de distance focale 16,7 mm. La vergence de l'œil corrigé, entre parenthèses, œil normal, lentille de correction, est égale à la somme des vergences de la lentille de correction et celle de l'œil anormal. La première question détermine la vergence, disons petit a, détermine la vergence C d'un œil normal. Petit b détermine les vergences respectives de l'œil droit et de l'œil gauche de Fatou. Donc, pour la première question, on nous demande la vergence. Donc là, petit a, la vergence, c'est de l'œil normal. Ok, la vergence de l'œil normal. Ici, on nous donne la distance focale est égale à 16,7 mm. Ben là, on peut convertir ça en mètres. Ça donne, disons, 0,0167 mètres. Et cela nous permet tout simplement de déterminer la vergence. Je sais que la vergence, c'est 1 sur C. Donc, 1 sur F du moins. 1 sur F. F doit être toujours être exprimé en mètres. Donc là, on l'a déjà fait. Donc ici, je peux dire, c'est ici la vergence d'un œil normal, c'est égal à 60 dioptries.
Donc, maintenant, on nous dit détermine les vergences respectives de l'œil droit et de l'œil gauche de Fatou. Maintenant, là, on nous a donné une formule. Œil norme, disons, la vergence. On nous a bien dit que la vergence de l'œil corrigé est égale à la somme des vergences de la lentille de correction et celle de l'œil anormal. Ben, on peut reprendre cette formule-là. Donc là, c'est le petit b. On nous demande vergence, la vergence ou bien les vergences, ben, on peut les nommer C, vergence de œil gauche, V, disons C, O, G, et C, O, D, œil droit. Là maintenant, qu'est-ce que la formule nous dit? Ici, il faut faire la somme des vergences de lentille de correction et celle de l'œil anormal. Donc, autrement dit, je peux dire, si je veux avoir la vergence de l'œil gauche plus la vergence de la lentille, donc ici, l'œil égale à vergence de œil normal. Donc, cela veut dire tout simplement, si je veux avoir ça, il faut avoir vergence de œil normal moins vergence de lentille. Donc, je peux dire ici, COG égale vergence de œil normal moins vergence de la lentille. Vous voyez? Et là, d'une manière pratique, si je veux avoir la vergence de l'œil gauche de Fatou, ici l'œil normal, on vient d'avoir 60. Maintenant, là, pour la lentille, l'œil gauche, on avait donné des indications au niveau de l'énoncé. Donc, c'est moins 1,5 dioptrie. Si on dit moins, ça donne plus. Donc, moins 1,5, ça donne plus 1,5. Donc, ce qui fait que tout simplement, on peut dire ici, là, on peut dire ici que la vergence de l'œil gauche de Fatou égale à 61,5 dioptrie. OK? Maintenant, de la même manière, pour l'œil gauche, on aura tout simplement 60 plus 1,25. Donc, on peut dire aussi que la vergence de l'œil droit de Fatou, c'est égal à 61,25 dioptrie. Et bien, dioptrie, c'est comme ça qu'on l'écrit. Hein? Vous voyez? Donc, c'est ça pour cette question-là. Donc, on a les deux. Donc, pour l'œil de Fatou, donc, c'est ça la vergence. Disons, pour l'œil gauche. L'œil droit, c'est ça la vergence. Pour le grand 2, 4, 1, c'est la construction. On nous demande de construire à l'échelle 1/10 l'image A'B' de l'objet AB. Et là, on nous dit on place perpendiculairement à l'axe optique principal de la lentille de vergence C1 égale à moins 1,25 dioptrie. Un objet AB de hauteur H égale 50 cm. L'objet AB est à 120 cm du centre optique de la lentille, le point A étant situé sur l'axe optique principal. Construit à l'échelle 1/10 l'image A'B' de l'objet AB. Donc là, pour ce faire, on nous a dit l'objet est placé à 120 cm de la lentille, du centre optique. Cela veut dire quoi? 120. Nous sommes à l'échelle 1/10, je divise par 10, ça nous donne 12. Donc les 120 vont être représentés par 12 cm. Et ici, les 50, la hauteur 50 de 5 cm. Maintenant, là, on nous a donné la vergence. La vergence, on a dit, la vergence ici, c'est
moins 1,25 dioptrie. Et si je veux avoir la distance focale, je vais avoir 1 sur C. Et 1 sur C ici, on va avoir tout simplement 1 sur moins 1,25. Et ça nous donne 0,8. Donc là, je peux dire F égale 0,8 mètres. Et 0,8 mètres, si je convertis en centimètres, ça donne 80 centimètres. Et si j'applique maintenant l'échelle, ça me donne 8 centimètres. Et là maintenant, si vous regardez les gradations là, je considère chaque gradation constitue 1 centimètre, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ok, mais chaque gradation constitue 1 centimètre. Donc là, nous avons une lentille. La lentille est divergente parce que tout simplement ici, ce qu'on nous a donné comme, donc là, je mets une lentille divergente. Il faut mettre, donc la lentille est divergente. Vous voyez? Donc nous avons une lentille divergente. Et pour une lentille divergente, la distance focale, donc nous avons déjà la distance focale, F', et dans cette partie, c'est F qui est là. Le foyer image est là, le foyer objet est là. Donc le foyer, c'est ce qui correspond maintenant. Pour placer le foyer, il faut savoir la distance focale, c'est 80. Donc là, si vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on peut dire c'est 8 cm hors F', ce qu'on a mis ici. Donc, c'est ça la distance focale. Et la distance, disons, ici, l'image par le foyer image et le foyer objet sont symétriques. Donc, si c'est ça, 8, ici, on aura 8. Maintenant, la lentille est divergente. L'objet est placé à 120, disons, à 12 cm. Donc là, j'ai mesuré aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, c'est 5. La hauteur, c'est 5. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, c'est perpendiculaire par rapport à l'axe optique principal. Maintenant, on continue la construction. Donc là, on sait que tout rayon lumineux qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc, le rayon lumineux là n'est pas dévié. Et ici, maintenant, tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique principal émerge d'une lentille divergente, émerge en semblant provenir du foyer image. Et donc là, nous avons une déviation. Donc ici, le rayon se dévie. Donc en semblant provenir ici, tout simplement, du foyer image. Et là, maintenant, on va mettre des pontiers ici. Tout ça, on met des pontiers. Et là, maintenant, donc vous voyez, donc il y a une déviation. Et que le prolongement de la déviation, je l'ai fait par des pontiers. Et donc, les deux rayons, maintenant, se coupent ici. Nous avons ici, les deux rayons se coupent ici. Et donc, là où les deux rayons se coupent, nous avons tout simplement le point B. Donc, ici, on peut dire le point B' est là. Et là, maintenant, je prends l'équerre et je prends la perpendiculaire par rapport à l'axe optique principal. Et là, ici, on va mettre par des pontiers aussi. Donc, je mets ici, vous voyez. Donc, ici, des pontiers. Et ici, nous avons A' qui est là. Donc, nous avons ici l'image qui est A', B'. Et là, maintenant, on nous a posé une question sur, ici, on nous a dit, là, je peux dire grand 2, 2, 4, 2. Les caractéristiques de l'image A', B'. Donc, les caractéristiques, on regarde attentivement les noms, disons, ici la construction. On sait que ici, l'image est virtuelle parce que l'image et l'objet se trouvent dans le même demi-plan. Donc, l'image est virtuelle. Autrement dit, l'image se forme avant
la lentille, on va dire l'image est virtuelle. Donc retenez l'image est virtuelle si l'image se forme avant la lentille ou bien si l'image et l'objet se trouvent dans le même demi-plan. Dans ce cas, on dit que l'image est virtuelle. Maintenant, là, on regarde la position. Donc ici, l'objet, l'image ici, a le même sens que l'objet. On va dire que tout simplement, l'image aussi est droite. Et si on compare maintenant, la taille est plus petite que l'objet. Donc tout cela, on peut mettre ça dans une seule phrase. On va dire ici, l'image A', B', donc est virtuelle. Donc ce sont les caractéristiques est virtuelle. Droite, ça veut dire droite, est plus petite, que l'objet AB, plus petite que l'objet AB. Vous voyez? Donc ce sont là, d'une manière très simple, les caractéristiques de l'image A', B'. Et la dernière question, on nous demande le grandissement de la lentille G. Et là, ici, le grandissement, ici nous avons, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. C'est ça la formule. Et là, maintenant, la taille de l'image, ici, on peut calculer pour voir. Donc, peut-être on fait ça graphiquement. Sinon, ça peut se faire par Thalès. Donc, l'image, on connaissait déjà. Disons, l'objet, on connaissait déjà. Maintenant, l'image ici, nous avons ici, nous avons 2 quelques. Ben, on va arrondir par défaut. Donc, ici, nous avons 2. Donc, pour A', B', on peut dire A', B', on a 2. Maintenant, AB dans l'énoncé, on connaissait déjà AB égale à 5. Ben, après avoir appliqué l'échelle, hein. Donc, ce qui fait qu'on aura tout simplement 2 cinquièmes. Donc, on peut dire tout simplement G égale 2 cinquièmes. Là, si on met centimètre ici, les centimètres vont se simplifier. Le grandissement est une grandeur sans unité. On peut dire G égale à 2 cinquièmes. Donc là, le grandissement, c'est une grandeur sans unité. C'est 2 cinquièmes. Bon, là, on pouvait avoir la valeur approximative, sinon on laisse comme ça. Donc, c'est grandeur petit 3. Fonctionnement de dipôle électrique, c'est tiré de l'épreuve du concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel, année 2019, donc P7. Donc là, on peut regarder l'énoncé et maintenant au fil du temps, on reviendra un peu sur l'énoncé et après on va résoudre ça ensemble. Allons-y. Aux bornes d'un générateur sont branchés en série un ampéromètre, un interrupteur, un rhéostat et un résistor. Fait le schéma du circuit fermé et place un voltmètre aux bornes du résistor. Donc c'est ça la première question. Donc là, on peut dire, là, on nous demande tout simplement de faire le circuit. Et pour faire le circuit, c'est très simple. On nous a donné tous les dipôles qu'on a au niveau du circuit. Donc là, on nous a dit tous les dipôles qu'on a au niveau du circuit. On peut tracer ça ensemble. Donc vous voyez, ici nous avons le générateur. Et là, on a un interrupteur. Et là, on a un ampéromètre. Et là, on a un résistor. Et là, maintenant, on a un rhéostat. Donc, vous voyez, un rhéostat. Donc, le rhéostat, c'est comme ça qu'on matérialise ça. Et ici, maintenant, on a le circuit. Donc, c'est un circuit en série. Donc, d'une manière simple, c'est ça le circuit. On nous dit maintenant
brancher un voltmètre aux bornes du résistor. Le résistor est là. Le voltmètre est toujours branché en dérivation. Donc là, on a un voltmètre qui est là, aux bornes du résistor. Donc c'est ça le circuit. Donc pour la deuxième question, quel est le rôle du rhéostat? Donc là, on peut dire grand 2, petit 3, 2. Le rôle du rhéostat. Donc rhéostat, regardez comment on l'écrit. Le rôle du rhéostat. Ok, le rhéostat permet tout simplement de varier l'intensité du courant. Donc on peut dire le rhéostat joue tout simplement un rôle de régulateur. Donc on peut dire le rhéostat fait varier, le rhéostat fait varier l'intensité, du courant. Donc une fois du courant, donc on peut dire il joue alors un rôle de régulateur. C'est pour. Donc, en général, si vous avez ici, on peut l'interrupteur, souvent on met K ici, ici, pour le générateur, on met G. Donc c'est ça. Pour la suite, nous avons ici, on nous demande, donc nous avons un peu l'énoncé. Donc nous avons un tableau où on a les intensités qui sont en milliampères. Nous avons aussi les tensions qui sont en volts. Et la question, on nous demande trace la caractéristique de ce résistor. Et là, on nous a donné une échelle. Et l'échelle là, peut-être on peut rappeler l'échelle après. L'échelle 1 cm pour 0,5 volts et 1 cm pour 25 milliampères. Donc, allons-y. On peut rappeler l'échelle. L'échelle là, on peut dire 1 cm est représenté par 0,5 volts et 1 cm est représenté par 25 milliampères. Là, ce qu'il faut comprendre, les intensités sont au niveau des abscisses. Et là, nous avons ici, nous avons U en volts, c'est-à-dire la tension en volts. Et là, on se réfère tout simplement aux valeurs que nous avons dans le tableau de l'énoncé. Et donc, on a dit 1 cm, ça c'est 1 cm pour 25 milliampères. On a fait ainsi de suite, on a placé les différentes valeurs. Là, 1 cm pour 0,5 volts. Donc, chaque fois, c'est 0,50, 0,50 jusqu'à placer toutes les valeurs. Donc, et là maintenant, les valeurs qu'on a, on a le point de coordonnées 51 et 102. Nous avons 150, 153, 204 et 255. Donc, ce sont là les coordonnées. On a placé les différents points comme nous l'avons fait ici. Donc, il suffit tout simplement de prendre l'équerre. Ici, ces deux, on trace. Là aussi, les deux se coupent. On a le point qui est là. On fait la même chose ici, la même chose là et là. Et qu'est-ce que je fais? Donc, on joint ces différents points-là. Cela donne tout simplement ce qu'on appelle, cela donne ce qu'on appelle la caractéristique de ce résistor. Donc, c'est ça, on peut. Maintenant, là, on peut nommer ça comme ça. Donc, la caractéristique de ce résistor, donc, c'est en fait ici, U en fonction de I. Donc, on peut dire U égale F de I. Donc, c'est ça. Maintenant, pour la question qui suit,
On nous demande tout simplement, petit b, ça c'était le petit a, on peut mettre petit a ici. Donc ici, nous avons petit a. Maintenant, petit b, on nous demande tout simplement ici, détermine la valeur de la résistance R. Détermine la valeur de la résistance R. Donc là, la résistance R. La résistance R. Et là, pour déterminer la résistance, comment ça se fait? Donc, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre la formule d'abord. La résistance R, ici, on sait que les intensités varient, les tensions aussi varient. Donc, si on veut avoir la résistance, qu'est-ce qu'on fait? On aura delta de U sur delta de I. Autrement dit, la variation de la tension sur la variation de l'intensité. Et comment ça se fait? Donc, il suffit de choisir deux points. Et donc, allons-y. Je choisis le point là, 1 et le point 2. Donc, si on a 1, on va projeter, ça correspond à 50. Donc, je peux dire ici, on peut dire ici R égale, donc je choisis les deux points là, disons le point qui est là. Donc, je vais avoir 2, la variation de 2, 1 sur, donc si vous regardez ici, ça correspond à 50. Ici aussi, on peut le faire, ça correspond à 100. Donc, si on veut avoir la variation, on peut dire c'est ça, delta de I, c'est ça. Delta de U, c'est ça. Delta de U. Donc là, c'est delta de I. OK? Donc là, si on fait le rapport, on aura tout simplement 100. Donc là, on aura 100 moins 50. Maintenant, là, ce qu'il ne faut pas oublier ici, nous avons l'intensité en milliampères. Et pour faire ce rapport-là, il faut que l'intensité soit en ampères. Donc, ce qui fait qu'il faut convertir tout simplement. Donc là, je peux mettre 10 puissance moins 3. Donc, si vous voulez partir de milliampères en ampères, on multiplie par 10 puissance moins 3. Et là, on aura 1 sur 50, 10 puissance moins 3. Donc, ça nous donne tout simplement la valeur. Ici, R égale à 20 ohms. Et donc, c'est ça la valeur de la résistance. Donc, en se basant sur, disons, la caractéristique de ce résistor. Donc, c'est comme ça. Donc, si maintenant la tension, disons, la tension n'est pas constante, l'intensité aussi n'est pas constante, donc on fait tout simplement là, disons, la variation ou bien delta. On regarde, on peut l'énoncer. Ici, on nous dit la résistance R est fabriquée à partir d'un fil cylindrique de constantan en alliage métallique constitué principalement de cuivre et de nickel. La résistance du constantan est ρ égale 5, 10 puissance moins 7 ohm mètre. Le rayon moins du fil vaut R égale à 1,8, 10 puissance moins 5 mètres. En utilisant les données fournies, calcule la longueur L du fil de constantan nécessaire pour réaliser la résistance R. Donc là, nous voulons avoir ici la longueur du fil. Et pour ce faire, on peut donner la formule. Ici, donc, pour donner, donc on connaissait déjà R. Donc c'est R fois, donc ici, si on connaît la résistance, on connaît aussi la section, on aura R fois S, le tout sur la résistivité ρ. Et là, maintenant, R, on connaît, c'est 20 ohms. La section, on peut dire or S. Donc, la section, c'est en fait un 10. Parce que là, les fils ont à peu près cette forme-là. Donc, si on fait la section, nous avons cette partie-là qui est un 10.
Donc, pour avoir la section, c'est la surface en fait du disque. Et c'est pi, disons, pi r au carré. Donc ici, on peut dire pi fois r au carré. Donc, la résistivité a été donnée. Donc là, je peux dire application numérique. On calcule. Donc, L égale rho, on aura 20 fois, disons, la pi fois R au carré. R maintenant, on a 1,8 10 puissance moins 5. Le tout ça, on va élever ça au carré. Le tout, on divise par la résistivité maintenant, je vérifie. La résistivité, on a donné 5 10 puissance moins 7. Ok, 10 puissance moins 7. Donc là, on peut faire le calcul, soit, donc vous pouvez faire ça d'un seul coup avec des parenthèses, avec la calculatrice. Donc ici, on trouve L égale à, on peut trouver en mètres, sinon on peut convertir. Donc là, en faisant le calcul, on trouve 4,07 10 puissance moins 2 mètres. Et sinon, on peut dire tout simplement ou on peut dire L égale à 4 cm, tout simplement. Bon, sinon, 4,07 cm. Sinon, on arrondit par défaut 4 cm. Donc, c'est ça un peu la longueur du fil. Maintenant, on continue. Donc, on regarde pour la suite, on regarde encore l'énoncé. Donc là, on nous dit que on réalise le circuit électrique schématisé ci-dessous avec une lampe L. On a donné des indications 6 volts et 3,6 watts. La résistance R précédente, un ampéromètre, un voltmètre et un générateur délivrant une tension continue. Donc la première question pour cette partie, que signifient les indications 6 volts et 3,6 watts sur la lampe L? Donc c'est ça la première question, on peut répondre à ça rapidement. Donc ici, on peut dire c'est la grandeur petite poids 4. Je pense que c'est bien ça. Ok, donc là, on nous demande maintenant, qu'est-ce qui désigne maintenant 6 volts. Donc on peut dire 6 volts désigne la tension. Désigne la tension. Et 3,6 watts, la puissance, disons, de la lampe L. De la lampe L. Donc retenez bien ça. Donc 6 volts désigne la tension de la lampe. Et ici, 3,6 désigne tout simplement, c'est bien 3,6. 3,6 watts désigne la puissance. Maintenant, cela veut dire tout simplement, cette lampe a été conçue pour fonctionner avec une tension de 6 volts et une puissance de 3,6 watts. Sinon, là, on peut reprendre très facilement le circuit. Nous avons ici une lampe témoin. Là, on a ici le générateur. Ici, on a l'ampéromètre. Ici, on a donc c'est ça le circuit. Ici, nous avons le résistor. Et là, on a branché aux bornes un voltmètre. Donc, un voltmètre est branché ici pour mesurer en fait la tension au niveau du circuit. Donc, c'est ça. Là, nous avons G. C'est le générateur. Donc, le circuit que nous avons est celui-là. La question maintenant détermine, disons, on peut dire grand 2 petit 3 4
de, maintenant petit d. On peut dire la valeur, donc ici on demande tout simplement, détermine la valeur indiquée par l'ampéromètre. La valeur indiquée, par l'ampéromètre. La valeur indiquée par l'ampéromètre. On sait que l'ampéromètre mesure en fait l'intensité du courant. Donc ça veut dire tout simplement la valeur de l'intensité. Mais là, nous allons nous appesantir sur les informations que nous avons. Au niveau de la lampe, on nous a dit que nous avons U égale 6 volts. Nous avons la puissance égale à 3,6 watts. Et maintenant, il y a une relation entre la tension U et la puissance et l'intensité. Donc, je sais que P en tant que puissance, c'est U fois I. Cela veut dire tout simplement, moi j'ai besoin de I. Donc, I, intensité, c'est puissance sur U. Donc, c'est pourquoi là, il faut toujours maîtriser souvent le cours. Parce que chaque fois, on aura besoin dans beaucoup de cas. Donc, vous voyez. Et donc là, on a tous les éléments. Donc, je peux dire application numérique. Ici, je peux dire I égale. Donc, ici, la puissance, c'est 3,6 volts, disons, 3,6 watts. Ici, la tension, c'est 6. Donc, si maintenant on fait le calcul ici, on trouve 0,6 ampères. Donc, on peut dire ici, l'intensité mesurée ici, c'est 0,6 ampères. 0,6 ampères. Donc, c'est ça, on peut, la valeur de l'intensité. Autrement dit, la valeur indiquée par l'ampéromètre. Là, pour la suite, qu'est-ce que... Ici, on nous dit que... on regarde encore l'énoncé. Maintenant, là, la lampe fonctionne normalement, on l'avait déjà dit. Et le voltomètre indique 18 volts. Et détermine la valeur indiquée par l'ampéromètre. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. On a trouvé la valeur mesurée par l'ampéromètre égale à 0,6 ampères. Et après, maintenant, quelle est la résistance RL du filament de la lampe? Donc là, c'est le petit E. Donc là, un 4, 2, petit E. Donc, on peut dire la résistance RL, donc de la lampe. RL de la lampe. Donc, la lampe tout à l'heure, on connaissait déjà l'intensité. On connaît aussi la tension. Je sais que avec la loi d'Ohm, U égale à RI, ça veut dire tout simplement, si j'ai besoin de I, c'est égal à U sur, pas ici j'ai besoin de R plutôt, R c'est U sur U. Et là, on peut dire application numérique, on a tous ces éléments là, R égale U. Maintenant, U, on avait 6 volts sur maintenant 0,6. Et donc, ça nous donne tout simplement R égale à, ici on a la valeur de R égale à 10 ohms. Vous voyez? Donc, pour la lampe, la résistance au niveau du filament de la lampe, c'est R égale à 10 ohms. La question suivante, F, on dit quelle est la tension aux bornes du résistor. Retrouve la valeur de la résistance R. Donc ici, c'est le petit, c'est la même suite. Le petit F, la tension. Ici, la tension aux bornes. La tension aux bornes du résistor. Là, ce qu'il faut comprendre,
Dans l'énoncé, on nous dit que la lampe fonctionne normalement et le voltmètre indique 18 volts. Donc, si on nous demande la tension, ça veut dire si je prends tout le circuit, donc vous voyez où on a le voltmètre. Ça veut dire le voltmètre mesure la tension au niveau du générateur. Et le circuit maintenant, nous avons une lampe, nous avons un résistor. Et ici, il faut avoir la somme des tensions pour avoir la tension mesurée au niveau du générateur. Parce que c'est un circuit en série, donc c'est la loi d'additivité des tensions. Ça veut dire U. La tension qu'on a au niveau du générateur égale à la somme de la tension qu'on trouve au niveau du résistor plus la tension au niveau de la lampe. Or, on sait que le tout U, on a pour le tout, on a 18 volts. Alors que la lampe, on vient de calculer, on avait 6 volts. Donc, ça veut dire tout simplement, on peut dire U pour le résistor. Ben, ici, U, on aura tout simplement 18 volts moins 6 volts. Et donc, ça veut dire U égale à 12 volts. Donc, c'est ça. Donc, la tension aux bornes du résistor ici, c'est égal à 12 volts. Maintenant, on nous demande de retrouver, c'est bien ça, retrouve la valeur de la résistance R. La résistance R qu'on avait au départ, qui était égale à 20 ohms. Donc, essayons de la retrouver. Et là, on a pour le résistor, on vient d'avoir la tension, c'est égal à 12 volts. On avait trouvé aussi l'intensité, disons. Oui, l'intensité, c'est 0,6. Et maintenant, dans ce cas, on peut trouver la résistance. Donc, pour retrouver la résistance R, donc si j'ai la résistance R, je peux dire c'est U sur I. Et en application numérique, ici, je peux dire R. Ici, c'est 12 volts. Ici, c'est 0,6 pour l'intensité. Parce que c'est un circuit en série. L'intensité qui circule au niveau de la lampe témoin, c'est la même intensité qui circule au niveau du résistor. Donc, c'est 0,6 ampères. Et là, en faisant ce rapport-là, on trouve tout simplement R égale à 20 ohms. Donc, on retrouve exactement la valeur qu'on avait au départ. Et donc, après, la question qui suit, compare cette valeur à celle déterminée à la question grand 2, 3, 3, petit b. Autrement dit, quand on a demandé de déterminer la résistance. Et cette valeur correspond exactement à cette valeur qu'on avait calculée. Donc, on peut dire après comparaison, on peut dire la résistance est la même. La résistance est la même. On a retrouvé la même. R égale à 20 ohms. Donc, c'était ça. Donc, je pense que c'était la dernière question. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.